Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses. On va controverser ce matin et dur, très très dur. Je salue bien entendu mes prédécesseurs du libre journal des controverses, pas des controverses, de géopolitique profonde. Avec Nicolas Stoker et Lara Stam. Ils avaient avec eux des invités de renom et de prestige. François Martin, Monsieur Saint-Léon, Raphaël Besselu, Serge Federbusch. Je salue bien entendu la technique, la réalisation. Arnaud remplace Mimi Glam. Virginie, mais qu'est-ce qu'elle nous manque, Virginie? Où es-tu? Où es-tu, Virginie? Reviens. Elle sera là tout à l'heure à midi. Elle sera à midi. Elle va venir à midi et elle ne veut pas venir à 10h30. Bravo à elle, hein, bravo. Alors là, je ne sais pas comment je dois prendre ça. Hein. Donc, je salue Arnaud, notre Spielberg de la réalisation. Et bien entendu, je salue aussi Sylvie. Elle a la belle écriture. C'est la dernière semaine qu'elle est là. Elle va partir dans les USA. Voilà, elle va partir en Amérique. Elle nous quitte pour partir en Amérique, voir Trump à Washington. Mais alors vraiment, qu'est-ce qui se passe dans cette radio? Qu'est-ce qui se passe à Radio Courtoisie? C'est vraiment... je ne comprends plus rien, voilà. Je découvre toutes ces choses et ce qui me peine. Et bon, bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, le libre journal des controverses. On va parler de choses excessivement sérieuses. On va parler de pandémie. On apprend tellement de choses après 2-3 ans de pandémie. On apprend des choses qui vont vous défriser tous, chers amis auditeurs. Et c'est pour ça que je reçois le docteur Tiffaine Pinsol, docteur en biologie, que vous connaissez, qui était déjà venu une fois et qui nous a informé sur la réalité des injections comme étant des armes biologiques. Aujourd'hui, elle a encore d'autres choses à dire. Bonjour, docteur. Bonjour, Mike. Et nous avons une journaliste qui passe le bac puisqu'elle est venue avec ses fiches, Myriam Palomba. Forte quoi. Bonjour chère Myriam. Bonjour Mike, bonjour aux éditeurs. Excusez-moi, je tousse, je suis malade. Je suis très malade, Moi j'ai aussi, mangé ça trop tombe bien. de salade. Je suis marrant ce matin, non? Oui, c'est bien, c'est détendu. C'est Voilà, bien. je suis détente. Parce que quand on aborde des sujets pas toujours très détendus, c'est bien d'être détendu. Voilà. Cher docteur, on a eu une information cette semaine. Quelle est-elle? En fait, on en a eu deux. On a tout d'abord eu un documentaire sur France 5 sur l'origine du virus SARS-CoV-2 que beaucoup de gens ont choisi de ne pas regarder en se disant c'est un média mainstream. Alors on dit pas mainstream, on dit, il ne faut pas utiliser d'anglicisme. Hein. C'est un média, on va dire, officiel. Voilà. Donc on ne va pas regarder parce qu'ils vont nous enfumer, etc., etc. En fait, ce documentaire, franchement, avait d'abord le mérite d'exister et n'était pas si mal fait que cela, puisque... en fait, je parle du documentaire, je ne parle pas du débat qui a eu lieu après, qui a beaucoup moins d'intérêt, puisqu'en fait, on retrouvait à peu près tous les protagonistes liés à l'origine du virus SARS-CoV-2, que ça soit ceux en faveur d'une origine proximale, c'est-à-dire naturelle, une zoonose, ou ceux en faveur d'une origine de laboratoire. Donc, pour la zoonose, il y avait la fameuse Angela Rasmussen, qui est une virologue très connue, qui travaille dans le même camp, on va dire, que d'autres comme Peter Hotez ou Jérémy Farrar, qui ont publié des articles, en particulier dans Nature, en faveur de l'origine proximale, donc naturelle. Et de l'autre côté, nous avions des gens dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur X, et même avec lesquels parfois j'ai fait des spaces internationaux, voire même une interview, tels que Charles Rixey. Charles Rixey, c'est un ancien militaire, un ancien marine, qui était instructeur en biowarfare, c'est-à-dire en armes biologiques, mais aussi le professeur Richard E. Bright,
qui est professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'université de Rutgers, et qui est un des cofondateurs d'une ONG qui s'appelle Biosafety Now, et qui milite pour l'arrêt total des expériences de gain de fonction. De son côté, Charles Rixey, lui, appartient à un groupe qui est aussi une ONG, qui s'appelle le groupe Drastic, et qui, depuis 2021, a énormément travaillé. Donc, ce sont des gens de plusieurs pays, plusieurs continents, scientifiques ou pas, hein, et qui, en fait, ont travaillé sur, on va en parler, un projet qui s'appelle Diffuse, projet qui, en fait, a été proposé par Peter Daszak, président de l'ONG EcoHealth Alliance, à la DARPA. Donc la DARPA, c'est un des départements de la défense, hein, concernant tout ce qui est un peu arme biologique, on va dire. DARPA qui a refusé de le financer. Or, ce projet Diffuse n'est ni plus ni moins qu'un manuel de recettes pour créer un virus tel que le SARS-CoV-2. Ça, c'est pour France 5 le dimanche 30. C'est la première info. Voilà, c'est la première info. La deuxième info, c'est que tout d'un coup, d'un seul, l'Académie de médecine, on a cru que c'était un poisson d'avril parce que c'était le 1er avril, donc se réunit et pond un communiqué dans lequel ils affirment qu'il y a quand même plus d'éléments en faveur d'une origine de laboratoire pour le virus SARS-CoV-2, et ils parlent d'erreur de laboratoire. Et ils appellent donc à une meilleure coopération entre les différents laboratoires qui participent à ce genre de recherche et à un meilleur niveau de biosécurité de ces laboratoires. Or ça a été quand même repris par BFM, Sciences et Avenir, Le Monde, Le Figaro. Qu'est-ce que ça veut dire, erreur de laboratoire? Ça ne veut rien dire du tout. Ça voudrait dire éventuellement que ça se serait échappé de façon accidentelle. Voilà. Ça veut rien dire parce que ça peut autant dire fuite accidentelle, ce qui, peu de gens le savent, arrive très régulièrement, justement parce que très souvent ces pathogènes sont manipulés dans des laboratoires de niveau de biosécurité insuffisant, très souvent des P2, des BSL2 et pas des P4. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé à Wuhan. Comme ça peut dire fuite volontaire, on n'en sait rien. Mais cette information, chère Myriam, c'est une bombe. Si vous ne m'aviez pas appelé justement pour faire cette émission d'aujourd'hui, moi-même, qui pourtant suis dans la formation, je n'aurais pas été au courant. Désolé Mike, mais en fait, cette information qui est sortie là, moi, pour le coup, je suis assez surprise qu'elle sorte que maintenant, parce que moi, j'en ai déjà parlé, et Tiffaine aussi, à longueur de tweet, et j'en ai même parlé sur une grande émission, sur une émission de grande écoute. Et à l'époque, j'ai été taxée de complotiste. C'était à l'époque où il n'était même pas possible de s'interroger sur l'origine. Moi, j'aimerais quand même D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. À ton crédit, tu as été la première journaliste d'émission à grande écoute à justement, et force à toi, hein, à remettre en cause le narratif officiel. Et il faut se dire une chose, moi je le pense, hein, moi c'est mon avis à moi, je pense que tu as dû perdre ton emploi dans ces émissions de grande écoute parce que justement tu as révélé la supercherie de la crise sanitaire. J'ai juste fait mon métier. Effectivement, j'ai beaucoup perdu à cause de ça, mais je ne voyais pas comment faire autrement. Il faut quand même savoir que dès le départ, si les journalistes avaient fait leur travail, ne s'étaient pas autant censurés comme le disent certains, le pangolin, quand on recherchait un petit peu dès le départ, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de vente de pangolins sur le marché de Wuhan à cette époque. Et puis, quand on regarde ce que ont fait les Américains, on s'aperçoit que, vous savez, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle la Legal Information Act. C'est une loi qui permet aux médias d'avoir accès aux messages de l'administration américaine. Et à l'époque, c'était sorti quelques mois après le premier confinement.
nous avions découvert un mail de monsieur Mark Zuckerberg, qui d'ailleurs a avoué qu'il avait autocensuré sur Facebook pendant la pandémie. Un mail de Mark Zuckerberg à monsieur Fauci, qui date du 20 février 2020 de mémoire, qui lui demandait comment il pouvait aider monsieur Fauci, ce fameux monsieur, le monsieur santé, entre guillemets, américain, comment il pouvait aider monsieur Fauci concernant ce problème de virus. Et là-dessus, M. Fauci lui répond, pour l'instant, ça va. Nous sommes en phase 1 pour la création de l'injection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est le 20 février, la pandémie mondiale n'a pas été encore déclarée. D'accord. La pandémie mondiale a été déclarée le 11 mars 2020. Donc, avant même que la pandémie mondiale soit déclarée, ils travaillaient déjà sur les injections. Donc moi, quand j'ai vu ça, forcément, je me suis posé énormément de questions. Et puis ensuite, on va rentrer plus dans le détail parce que Tiffaine a parlé de tout un tas de choses, notamment du projet Diffuse. Alors, il faut savoir aussi que ce projet Diffuse, il a été financé via une association qui s'appelle EcoIlf. Pardon. Excusez-moi pour mon anglais, je suis un peu fatiguée. Et en fait, à travers cette association, Monsieur Fauci a blanchi de l'argent justement pour la création de gains de fonction. C'est combien la blanchi ? Énormément d'argent. D'ailleurs, Elon Musk... C'est quoi, ça se compte en milliards ? Ça se compte en milliards. Elon Musk a d'ailleurs fait un tweet pour le dénoncer et dire qu'effectivement, il a blanchi de l'argent. En tout cas, il a permis le financement de ces gains de fonction à Wuhan grâce à cette ONG. Or, il faut savoir qu'à l'époque, et ça c'est depuis 2018, il y avait un moratoire aux États-Unis qui avait été d'ailleurs passé sous le mandat du grand démocrate Michelle Obama. Barack Obama. Le lapsus moratoire révélateur. de 2014. Voilà, il y avait un moratoire en 2014 que Barack Obama avait fait passer qui interdisait de travailler sur les gains de fonction. Donc pour contourner ce moratoire, M. Fauci n'a pas trouvé mieux que de passer par cette ONG et donc de financer ces gains de fonction sur Wuhan. Alors moi, j'aimerais juste rajouter, pour pas qu'on oublie, j'aimerais aussi qu'on avance sur la responsabilité de la France dans ce laboratoire de Laquelle Wuhan. est-elle ? Ah ben elle est énorme, parce qu'il faut savoir que ce laboratoire P4 a été lancé dès 2003. Dès 2003, avec la collaboration du laboratoire P4 de Lyon, qui n'est autre que la création du laboratoire Biomérieux. Laboratoire qui a donc permis la création du laboratoire Wuhan en collaboration avec la Chine. Et d'ailleurs, on voit, moi j'en ai posté pas mal sur X, des photos de monsieur Alain Mérieux avec Xi Jinping, avec l'ancien patron du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Ils se reçoivent dans le bureau. Monsieur Biomérieux a même reçu, en même temps que Alain Mérieux a même reçu la médaille de glorification de la Chine, en même temps que monsieur Fauci. Enfin voilà, il y a tout un tas de faits concordants. Et donc, le laboratoire de Wuhan a été créé grâce à la collaboration du laboratoire P4 de Lyon. C'est-à-dire qu'on leur a apporté de la technologie, de l'argent. Il y a même d'ailleurs le mari d'Agnès Buzyn qu'on voit dans ce fameux reportage qui était à l'ouverture de ce laboratoire. Et donc la France a collaboré énormément à la création de ce laboratoire et donc qui travaille sur des gains de fonction via le laboratoire Biomérieux. Et alors là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va dire des choses qui ne vont pas faire très plaisir à certains. Mais, attendez, là, parce que là, il y a beaucoup de choses qui viennent de se dire. Je reçois là des commentaires de gens, ils comprennent pas. Je pense qu'il faut le répéter. C'est-à-dire que la crise sanitaire que l'on vient de connaître là entre 2020 et 2023, c'est pas une pandémie naturelle comme ça qui s'est propagée à travers le monde. C'est une création humaine. C'est ça, c'est une création humaine, cher docteur. Je crois que lorsque j'étais venue la dernière fois ici, cher Mike, j'étais venue justement parce que
J'étais la seule sur X avec Tribune Libre, Tribune Populaire, pardon, à entièrement relayer les auditions qui avaient lieu à la fois par le sous-comité du Congrès aux États-Unis et à la fois au Sénat. D'ailleurs, le professeur Ebright, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a témoigné au Sénat. Et ces auditions avaient bien révélé que, oui, il y avait eu financement essentiellement américain et pas que uniquement du NIH de Fauci via le NIH, mais aussi de la DARPA, et qu'il y avait eu volonté de cacher des informations, que oui, il y avait eu un travail de collaboration entre le laboratoire P4, entre guillemets, parce qu'on entend très bien justement dans le documentaire de France 5, qu'en fait, ce laboratoire n'était pas aux normes de biosécurité d'un P4, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Monsieur Lévy, c'est très intéressant d'écouter, parce que dans ce documentaire, justement, il parle bien des relations avec Biomérieux, mais aussi avec Pasteur, et Monsieur Lévy a quitté la direction de l'INSERM quand il a vu que les normes de biosécurité de ce laboratoire de Wuhan n'étaient pas respectées. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues, ça. Et je pense que c'est très important que les gens fassent l'effort de ne pas jeter toujours bébé avec l'eau du bain, de ne pas être binaire, et de regarder le replay de cette émission. C'est très important. Alors, comment s'appelle cette émission ? Alors, ça s'appelle Covid-19, les origines. D'accord. Mais alors, du coup, donc ça a été une création humaine, mais est-ce qu'il y a eu derrière... Attends, juste, est-ce qu'il y a eu derrière une erreur, on va dire une erreur humaine, ou est-ce que sciemment... Alors, ça a été propagé à travers le monde. Alors pour ça, il faut remettre les choses un petit peu... parce que très souvent, au fur et à mesure, les gens ils reçoivent tellement d'informations qu'une information chasse une autre, d'accord ? Il faut un petit peu remettre les choses dans la chronologie. Donc oui, maintenant quand même, on se dirige vers quelque chose qui commence à être reconnu par tous, sauf certains, mais bon, ils prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire une origine humaine. Pourquoi ? Parce que il y a en particulier eu insertion d'un site de clivage furine qui n'existe dans aucun autre coronavirus. D'accord ? Parce qu'il y a aussi 3 inserts du VIH, les 3 inserts glycoprotéines, donc GP120. Le professeur Montagnier avait raison. Tout à fait. Alors, il avait raison, il n'a pas tout dit parce que je pense qu'il en savait beaucoup plus que ce qu'il n'a dit. Paix à son âme, mais tout à fait. Donc tout cela ne peut pas être arrivé comme ça de la nature. On va pas se mentir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous regardez la chronologie, en fait, les premiers cas de Covid, en fait, c'était mars 2019 à Barcelone. Okay ? On va dire crise sanitaire. Oui, pardon. Les premiers cas de SARS-CoV-2, c'était... à Barcelone, retrouvé dans les eaux usées de Barcelone en mars 2019. Puis il y a eu l'Italie en juillet 2019. Puis il y a eu les États-Unis en août 2019, en particulier dans quelques institutions pour personnes âgées proches du laboratoire de Fort Detrick, qui est un laboratoire biomilitaire qui se trouve pas très loin du laboratoire de Ralph Baric, donc laboratoire universitaire de l'Université de Caroline du Nord. Puis les Jeux militaires de Wuhan, octobre 2019. Donc vous comprenez bien que bien malin est celui qui va pouvoir dire d'où exactement s'est échappé, que ce soit de façon volontaire ou accidentelle, ce fameux SARS-CoV-2. D'accord ? Et que il est quand même assez simpliste et facile, confortable, de garder un discours qui va bien, qui se tient bien, qui est « c'est sorti du P4 de Wuhan ». Oui, mais vous êtes docteur en biologie, vous avez travaillé dans des laboratoires. Est-ce qu'il est possible que, je sais pas, ça s'échappe comme ça qu'une fiole s'échappe ou quelque chose ? C'est pas forcément une fiole. À partir du moment où vous êtes dans un laboratoire de niveau de biosécurité insuffisant,
et je vous le redis, les fuites accidentelles de laboratoire sont beaucoup plus fréquentes que vous ne le pensez. D'accord. D'accord? Eh bien, ça peut tout simplement être fait de façon humaine. C'est-à-dire que parce que vous n'êtes pas sur un poste de sécurité microbiologique suffisamment sécurisé, parce que vous n'êtes pas équipé en équipement de sécurité suffisamment fiable, vous pouvez très bien, en fait, choper le SARS-CoV-2, faire un rhume ou une grippe et pas vous dire 30 secondes que vous avez chopé la bestiole sur laquelle vous travaillez, pas du tout. Et en fait, du coup, vous allez le transmettre à l'extérieur. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Alors, ce qui moi, me semble quand même important, au-delà de savoir si c'est échappé de façon humaine ou pas, volontaire ou pas. C'est quand même important de savoir si c'est volontaire. Oui, mais faut pas oublier quand même la faux. Il y a quand même eu des conséquences. Oui. Aujourd'hui, il y a des conséquences sur la société. Laisse-moi finir. Le projet Diffuse, il dit quoi en fait? Il dit que la DARPA, enfin l'armée américaine et certainement d'autres armées, parce que je pense qu'ils ne sont pas les seuls, que ces gens font des recherches de technologie afin d'avoir des applications militaires éventuelles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens-là travaillent sur des virus afin de s'en servir militairement. C'est-à-dire faire des armes biologiques? Faire des armes biologiques. C'est-à-dire que la pandémie que l'on a connue pourrait être une arme biologique contre le monde? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là travaillent sur des virus qui peuvent se taper de façon humaine, volontaire ou pas, mais déjà rien que le fait de travailler sur ces armes biologiques qui sont mortelles et qui sont dévastatrices, c'est juste une honte. C'est juste une honte, c'est un crime contre l'humanité. Tout simplement. Est-ce que je peux rebondir? Allez-y, rebondissez. Alors, en fait, c'est très sournois. D'accord? Je rappelle que EcoHealth Alliance, c'est une ONG. Et en fait, cette ONG, elle avait pour but d'anticiper les futures pandémies et leurs solutions potentielles. Donc, comment on fait ça? On rend des pathogènes plus dangereux, plus virulents, plus contagieux, et cela se fait par gain de fonction. Or, Richard E. Bright, donc c'est bien pour ça qu'ils ont fondé Biosafety Now, pour faire bannir les gains de fonction, les expériences de gains de fonction, explique très bien que ces expériences n'ont jamais eu aucune utilité civile. Donc ça veut bien dire que si c'est pas civil, c'est militaire. Explique également qu'elles n'ont jamais eu aucune utilité dans le développement de traitements ou de futures injections protectrices contre ces pathogènes. Et il a des mots très forts en disant « c'est pire que le nucléaire parce que c'est très facile et ça coûte beaucoup moins cher ». Alors justement, moi j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est là où toute la notion de secret défense de la France se pose. Pourquoi secret défense ? Pourquoi était-il impossible de poser des questions à cette période-là de la pandémie ? Pourquoi avons-nous été faire les JO à Pékin par la suite ? Non, à Tokyo. À Tokyo, pardon, les JO à Tokyo, alors que nous savions que il y avait cette pandémie. Alors moi, j'aimerais quand même revenir beaucoup sur la responsabilité de la France. Il faut savoir que, par exemple, un laboratoire Biomérieux, qui a des sous-filiales, notamment pour les tests PCR, a fait, pendant cette crise, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 58%. 58%, c'est énorme. Leurs résultats opérationnels étaient à cette époque-là de 613 millions, ce qui était énorme pour eux. C'était une augmentation énorme et ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon conséquente à travers les tests PCR et le reste. Et moi, c'est vrai que quand j'entends certains professeurs, et pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup de respect notamment pour le professeur Raoult, nous parler de zoonose, alors que lui-même est très proche des laboratoires Mérieux, puisqu'il y a travaillé jusqu'en 2022, qu'il a même été au conseil scientifique de ce laboratoire, nous parler de zoonose, continuer... C'est quoi la zoonose ?
lui dit que c'est en fait dû au bison. Hein, Tiffaine pourra vous... voilà, il dit que ça vient de la chauve-souris. Ben, les coronavirus en général viennent des chauves-souris. C'est-à-dire que lui, il donne le discours officiel en fait. Ben, moi, j'ai du mal à Moi, j'aimerais vraiment que le professeur Raoult, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, nous explique comment, pour avoir travaillé aussi longuement avec les laboratoires Biomérieux, il était au conseil directoire quand même de ces labos et il connaît très bien les Mérieux, comment a-t-il pu déjà vacciner à l'IHU, encourager le vaccin. Alors, il faut savoir, par exemple... Encourage l'injection. Pardon, et moi, il m'a dit ici, moi j'ai reçu, j'étais le premier à Radio Courtoisie à le recevoir physiquement ici un dimanche matin, il m'a dit que l'injection était positive pour les personnes âgées. Ah ben, il a même dit pire, c'est-à-dire qu'il a dit le 9 juillet qu'il fallait que les soignants soient soumis à cette injection. Alors moi je veux bien, sauf que le 8 juillet 2021, il était au Chinese Business Club. Le Chinese Business Club, qu'est-ce que c'est ça ? Alors c'est en fait une organisation qui se passe tous les ans, où en fait les Chinois viennent faire de l'influence. Un peu comme l'American Young Leader, quoi. Voilà, exactement, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est très lié, Klaus Schwab, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit que Fauci avait reçu la médaille de la Chine en même temps que je ne sais plus qui, mais en fait c'était en même temps que Klaus Schwab. Et donc voilà, donc ce sont des réseaux d'influence où vous avez énormément de politiques qui viennent, etc. Des young leaders, ils vont aussi beaucoup. Et voilà, le 8 juillet... Bon, mettons les pieds dans le plat. Donc professeur Raoult, c'est une forme d'opposition contrôlée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une forme d'opposition contrôlée, mais moi, j'aimerais vraiment qu'il s'explique là-dessus. Parce que c'est un grand professeur. Il a travaillé pendant des années avec le laboratoire Mérieux, qui a été à l'origine du laboratoire P4 de Wuhan. Il a été au conseil directoire de ce laboratoire. Ce laboratoire, il y a travaillé jusqu'en 2022. Ce laboratoire s'est fait énormément d'argent, notamment à travers les tests PCR pendant la pandémie. Donc, comment un grand professeur de son niveau peut-il, à un moment donné, dire déjà d'une que ça vient de la chauve-souris ou de je ne sais quoi d'autre, et surtout continuer les injections à l'IHU de Marseille. Alors aujourd'hui, ok, son discours est très bien, il fait des révélations, mais moi qui ne suis que simple journaliste, dès le départ, quand j'ai vu le mail de Zuckerberg à Fauci, je me suis interrogée. Et c'est pour ça, moi à la base, j'étais pas anti quoi que ce soit. Mais si vous voulez, dans la démarche, ça me paraissait très troublant. Donc, je suis pas scientifique à la base, je suis juste journaliste. Donc lui, qui est grand virologue, comment se fait-il qu'il ait continué à faire ceci à l'IHU de Marseille? Moi, je ne l'accuse de rien, je veux juste des réponses. Il est à la retraite maintenant, mais comme c'est une personnalité connue, effectivement, il continue à communiquer et donc il porte quand même la responsabilité de ce qu'il dit. Et c'est vrai que parfois il y a des choses qui peuvent paraître troublantes. J'ai entendu le gain de fonction, c'est de la science-fiction, alors que vous voyez même chez Kairos Press, donc chez Alexandre Pénasse, au mois de novembre dernier, tout virologue, tout microbiologiste qui se respecte sait que ces expériences existent. Et d'ailleurs, le nouveau directeur du NIH, le professeur Jay Bhattacharya, dans sa première conférence de presse, a immédiatement parlé de ce sujet et du fait qu'il fallait y mettre beaucoup prêche, en fait, pour mieux encadrer. Et ça, il faut comprendre que c'est parce que les scientifiques américains dépendent quand même énormément pour leur recherche des financements du NIH. Donc, ils ne peuvent pas non plus cracher dans la soupe, vous comprenez ? Mais en même temps, Jay, lui, dit que il faut quand même sérieusement se pencher sur le sujet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, justement, dans ce fameux documentaire de France 5, c'est pour ça que vraiment j'ai trouvé ça très bien fait. Je regrette que la journaliste, en fait, m'ait pas contactée. J'aurais beaucoup aimé discuter avec elle. Angela Rasmussen, donc
la virologue grande défendresse de cette origine proximale, de cette zoonose, eh bien, elle dit bien qu'on n'a jamais trouvé l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Et pourtant, elle a ratissé au marché de Wuhan tous les animaux qu'elle pouvait. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a eu, après le pangolin, on a eu la civette. Enfin bon, les pauvres, ils y sont tous passés ou presque, mais aucune preuve d'un hôte intermédiaire entre l'animal et l'homme. J'ai des commentaires d'auditeurs qui affluent. Bonjour, sauf erreur, le nom de Madame Alexandra Orion-Côte n'a pas été cité. Pourquoi D'ailleurs, Alexandra Orion-Côte, moi je le salue parce que c'est grâce à Alexandra Orion-Côte que ma mère ne s'est pas fait injecter. Alors juste parce que enfin voilà, je la salue quand même. C'est pas venu dans la conversation, oui, mais voilà, Alexandra, fait partie. Et puis Alexandra n'est pas tellement sur ce sujet. Alexandra est vraiment plus sur l'ARN et sur donc potentiellement tous les problèmes qui sont liés à l'ARN dans ces fameuses injections géniques. Là, on est sur l'origine du SARS-CoV-2, on n'est pas sur les injections géniques. On pourra en parler parce que ça aussi, ces injections géniques, d'ailleurs, ça a été placé en secret défense par la DARPA, mais aussi ont des conséquences. On va en parler. Mais on ne peut pas tout mélanger. Je cite juste là, j'ai les commentaires d'auditeurs, là, je les lis. Et puis voilà, on répond assez succinctement parce que cette émission-là, il faut dire les choses, elle est quand même historique et on n'a que 55 minutes encore. Alors bonjour pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les objectifs de ces entrepreneurs de santé financiers intéressés par les gains tout court depuis un siècle, lire le livre de Stas Mullins, Meurtre par injection, édition Contre-Culture. D'accord, mais on regardera. J'ai entendu au premier jour en direct sur une radio le professeur Montagnier qui affirmait que ce virus avait été fabriqué. Depuis, il a été effacé de mémoire et je veux lui rendre hommage. Et vous ne dites jamais qu'à l'époque, le laboratoire de Wuhan était présidé par Monsieur Lévy, l'époux de Madame Buzyn. Si, on l'a dit. On l'a dit au tout début de l'émission. Voilà, en tout cas, merci chère madame. Pourquoi le docteur professeur Raoult s'en est pris plein la poire s'il était dans le coup, hein, Myriam? Parce que vous savez, pourquoi il s'en est pris plein la poire? Parce que déjà d'une, il a voulu promouvoir un médicament qui n'était pas celui que l'État, enfin la haute direction de la santé française ne voulait pas. Mais oui, je suis d'accord, c'est très très bizarre. C'est pour ça que je n'accuse pas, je pose des questions. C'est très très bizarre parce que d'un côté, effectivement, il s'en est pris plein la poire, mais d'un côté, si vous voulez, les actes ne correspondent pas au discours. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'y suis allée jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que j'ai déconseillé aux gens de faire certaines choses parce que, c'était important. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, même si tout ce qu'il dit est pratiquement vrai, sauf sur l'origine du SARS-CoV-2, ce sont des travaux d'ailleurs qui ont été balancés déjà bien avant qu'il en parle, parce qu'il récupère quand même aussi des choses que par exemple Tiphaine ou Annelise Bocquet... Non, là je veux absolument rendre hommage en fait aux 3 scientifiques qui ont publié qui ont prouvé en fait pourquoi ça ne pouvait pas être naturel. Donc il s'agit de Alex Washburn, de Valentin Bouteille et de Tony van Dongen. Et vraiment, ils n'ont pas eu la reconnaissance de leurs collègues, alors que tout ce qu'ils ont publié, en fait, s'avère vrai. Voilà. Donc, alors en fait, moi, tout ça, on savait en 2021, quand 2022. Je parlais de toi et de Annelise, c'était notamment les relais en France. Voilà. Mais bon, voilà. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir Annelise Bocquet, un de ces 4, en plateau... soit à Courtoisie, soit à Géopolitique Profonde, parce que c'est important qu'on fasse aussi plusieurs émissions sur ce sujet. Mais peut-être que le professeur Raoult, je sais que c'est choquant de critiquer le professeur Raoult, et je sais que beaucoup de résistants, entre guillemets, ne veulent pas le faire de peur de perdre leurs followers sur les réseaux sociaux. C'est pas, je pose des questions. Moi, mon métier, c'est d'être journaliste. Voilà, certainement que peut-être il avait des raisons
des bonnes raisons, j'en sais rien. Mais je trouve, voilà, le on a discours posé la question, incohérent. Non, mais je continuons. tiens à répondre. Je trouve que le discours est incohérent avec les actes. Merci, chère Myriam. Madame, qui êtes biologiste, pouvez-vous, c'est le ton de votre voix, on vous entend à peine et c'est tellement dommage. Voilà, donc il faut parler un peu plus fort. Wuhan était le point le plus sensible en Chine car c'est à la fois un centre de communication ferroviaire, un centre de concentration d'expéditions, une région industrielle majeure et en plus la présence du P4 permettait de monter la légende de la fuite et même que les chercheurs du labo de Wuhan vendaient leurs cobayes. Quand on sait comment sont punis les crimes liés à la corruption en Chine, par une balle dans la nuque, on est un peu dubitatif. Il ne faut pas oublier que Trump menait une guerre économique contre la Chine. Il ne faut pas oublier non plus l'implantation des labos secrets prétendus travailler pour la prévention des épidémies en Ukraine et dans les pays d'Asie centrale, labos contrôlés par le fils Biden au pédigré intéressant et implantés localement pour cibler génétiquement les populations. Très intéressant, c'est exactement ça. La DARPA est capable de tout. Il travaille actuellement sur la création de cyborgs humains en implantant des éléments de robotique et des puces sur le système nerveux de volontaires pour les doter, entre autres, de capacités de télépathie. Qu'est-ce que vous en pensez, cher docteur ? C'est madame ou monsieur ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mon cher auditeur. Alors, je vous invite, si vous l'avez manqué, à écouter ma conférence du 15 août 2024 chez Alexandre Juvin-Brunet, dans laquelle, en fait, il y a tout. Qu'est-ce que vous dites globalement ? Il y a tout. Globalement, C'est-à-dire que, bien évidemment, et c'est aussi pour ça que la CIA a dit « Oui, le SARS-CoV-2 est sorti du P4 de Wuhan ». Bien évidemment que les États-Unis ont tout intérêt à tenir ce discours. La Chine, c'est quand même l'ennemi numéro 1 des USA, hein, on va pas se mentir. Et puis ils ont tout intérêt, surtout, à pas trop parler de tous les financements qu'ils ont fait dans tous les sens. Bien, on est d'accord. Sur l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique financent officiellement, et j'avais mis le document dans mon PowerPoint de cette conférence, la recherche sur des pathogènes dangereux en Ukraine depuis 2005. C'est incroyable. Donc c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Pour ce qui est de Hunter Biden, il finançait via Metabiota. Alors lui, plus spécifiquement, des expériences dangereuses dans les biolabs en Ukraine sur les virus de grippe aviaire, c'est-à-dire de type H quelque chose, N quelque chose. Bien. Et c'est bien pour cela, pour ceux qui ont une mémoire longue, que au tout début de la guerre en Ukraine, les Russes ont bombardé avec des bombes très spécifiques, dont les images sont reconnaissables, des biolabs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle des bombes thermobariques. Donc ça fait comme un mini Hiroshima, en fait. Ça fait un champignon, et puis pouf, ça redescend. C'est comme une nappe. Ces bombes, elles sont faites pour détruire toute forme de vie. Okay ? Donc les premiers bombardements qui ont eu lieu en Ukraine étaient des bombardements de biolabs. Alors, on pense qu'il y en avait presque une soixantaine. On parle de 56. C'est pour ça que quand j'entends M. Claude Janvier en parler de 30, il n'est pas bien informé. Mais ils ne les ont pas tous détruits de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y en avait d'autres qui potentiellement étaient moins dangereux et qui ont été bombardés plus traditionnellement. Mais tout, vous savez, des biolabs, il y en a partout. C'est-à-dire que maintenant, il y en a 26 en construction en Inde, d'accord, et plutôt de niveau P2, donc c'est inquiétant. Il y a des constructions en Afrique également. Il y en a partout. Et de quel niveau en Ukraine ? Parmi les 56 ? Oh, franchement, c'était plutôt des P2, P3. Donc des très dangereux, quoi. Non, c'est des niveaux de biosécurité insuffisants pour manipuler des pathogènes dangereux. Oui, c'était pas des P4. P4, c'est très complexe comme organisation. Et c'est pour ça que M. Lévy, voyant que en fait, les normes de P4 n'étaient pas respectées pour le labo de Wuhan, a démissionné. Alors moi, j'aimerais justement, puisque tu parles de Monsieur Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, j'aimerais quand même revenir sur ce qui est sur son intervention dans le documentaire, parce que quand même, c'est quand même très intéressant qu'elle nous dise
que dès le 11 janvier, elle a prévenu et M. Macron et M. Édouard Philippe, qui d'ailleurs prétend à la présidentielle de 2027, en disant clairement que elle et ses services de renseignement, puisqu'elle était à l'époque ministre de la Santé, savaient qu'à Wuhan, il y avait des manipulations de virus et qu'ils pensaient que cette pandémie était due à ces manipulations. Et donc, elle prévient M. Macron, elle prévient M. Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, et ces gens-là, en fait, ne répondent pas. Mettent tout sous secret défense, nous confinent alors que on aurait pu utiliser des traitements, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce projet de Diffuse de la DARPA, on savait déjà, était écrit que par exemple un médicament comme l'ivermectine fonctionnait sur ce type de virus. Donc en fait, on se rend compte de quoi ? Que les autorités ont fait comme si ça n'existait pas, nous ont culpabilisés, nous ont surprotégés, moi j'appelle ça de l'ingénierie sociale, et surtout ne se sont pas pris aux principaux responsables. Pourquoi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, certainement parce que la France a sa part de responsabilité dans cette histoire. Alors, question d'auditeur, chère Myriam, bravo Mike pour cette belle émission. Si. Comment injecter cette information à tout le peuple ? Une question. Déjà, comment injecter cette information à tout le peuple ? Chère Myriam, toi qui es journaliste... Eh bien, c'est ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Alors, c'est très compliqué parce que moi, ça, j'en parle beaucoup. Je vous invite à nous suivre, notamment sur... X, mais par exemple j'ai fait une vidéo sur un réseau qui s'appelle TikTok. J'ai été, je pense, Black Shadowban, puisque cette vidéo fait des scores tout pourris. Alors Shadowban, ça veut dire que en français, en gros. J'ai été masquée, Voilà, ma vidéo a masquée. été masquée parce que cette vidéo fait un résultat. En fait, c'est très compliqué. Et puis, c'était très compliqué d'en parler parce que même sur Facebook, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg lui-même, on a été censuré. Et aujourd'hui, moi, je vous cache pas que je suis exclue de la profession justement parce que je fais mon travail et que j'interroge et que je me pose des questions. Donc, comment on diffuse ça ? En nous soutenant notamment sur les réseaux sociaux. Et sur ton TikTok aussi. Et sur mon TikTok. Enfin voilà, je pense même que je vais finir par ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, parce que j'ai envie vraiment de communiquer ces informations, parce que je travaille beaucoup, même si je travaille gratuitement pour moi et pour le bien du pays. Mais c'est important, voilà, que les gens sachent effectivement. Il faut justement, cette émission, il y a quand même des choses qui se disent excessivement importantes, donc vraiment, parlez-en à vos amis, faites-la diffuser à fond. Mais en attendant, là, le Bobino, soutenez Radio Courtoisie, parce que ce n'est pas dans des grands médias subventionnés par l'argent du contribuable ou des informations comme celle de ce matin sortiront. Voilà, c'est parce que vous êtes les patrons de notre radio, de cette chaîne, de ce programme, parce que c'est vous qui nous aidez, que nous pouvons être indépendants et que nous faisons venir des invités de cette haute qualité. Question, chère Myriam, qu'allait faire Macron chez le professeur Raoult au tout début de « Nous sommes en guerre », un fidèle donateur. Merci à vous, cher fidèle donateur. Écoutez, la légende dit qu'il était très intéressé par le traitement à l'hydroxychloroquine. Alors, en plus, on a eu des variantes. D'abord, c'était la chloroquine. Alors moi, j'ai appris, justement, tiens, ça c'est intéressant de le dire. Moi, j'ai appris par un ami aussi qui est docteur en biologie. Bon, lui, il aime l'injection, mais bon, là-dessus, il a été quand même honnête. C'est qu'il m'a dit que l'hydroxychloroquine et la chloroquine n'avaient pas de rapport, en fait. Et ça, là, moi, j'ai tiqué un peu au début sur le professeur Raoult quand il est passé de l'un à l'autre, sans dire qu'il passait de l'un à l'autre, en fait. Non, mais enfin, les Chinois, au tout début, il a repris ce qu'avaient fait les Chinois, Oui. d'accord.
Donc, en fait, les Chinois étaient plus partis sur la chloroquine, puis après, ça a été l'hydroxychloroquine. Mais c'est pas bizarre qu'ils reprennent justement ce que les Chinois font, alors qu'il a été au Chinese Business Club, alors que c'est quand même un pays. Non, Myriam, ça c'est une démarche scientifique. D'accord. C'est-à-dire, ils font ça, ça a l'air de marcher. Bon, je vais essayer. D'accord. Faut pas non plus noircir le tableau, si je puis dire. Ça, c'est une démarche scientifique tout à fait typique. Donc, oui, la chloroquine a quand même quelque chose... Enfin, l'hydroxychloroquine a quand même quelque chose à voir avec l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la chloroquine avec un radical hydroxy, c'est-à-dire un oui, mais il y a une sacrée OH. différence. Oui, il y a un radical OH, c'est ça la différence. Donc qui lui confère d'autres propriétés. Mais dans le projet Diffuse de la DARPA, on ne parlait pas de l'hydroxychloroquine, on parlait de l'ivermectine comme étant potentiellement un médicament qui permettait de traiter ça. Oui, moi, je reste très azithromycine. C'est toujours ce qu'on donne depuis 25 ans dans les pneumopathies. Mais azithromycine, ça marche très bien. Ivermectine, ça coûte rien. Non, ça coûte rien. Quoique l'ivermectine, j'ai été surprise de voir l'augmentation du coût de l'ivermectine en France récemment. C'est-à-dire que c'est ça le problème justement avec l'injection. C'est que si ces médicaments fonctionnent, il n'y a pas de nécessité à avoir ces injections. Et quand on voit tout l'argent qui a été dépensé, et notamment la fameuse histoire des SMS entre Madame von der Leyen et le PDG de Pfizer, à savoir Monsieur Bourla, elle s'est octroyée une certification qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire négocier directement avec un laboratoire, et les millions que ça a engendré, et même son mari en a profité parce que lui-même avait une filiale, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est très très bizarre, parce que si ces médicaments fonctionnaient, effectivement, il n'y avait pas de passe sanitaire, il n'y avait pas d'injection, il n'y avait pas tout ça. Et c'est pire qu'une histoire de nécessité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des traitements éprouvés qui fonctionnent, et qui fonctionnent en sachant que l'on connaît leur sécurité d'utilisation, parce que ce sont des molécules sur lesquelles on a du recul, dès qu'il y a des traitements qui fonctionnent, il y a interdiction de développer un vaccin. Exactement. Et c'est bien pour ça qu'il fallait alors mettre de côté les traitements. Mais attention, parce que c'est toujours pareil sur X. Il y en a un qui dit il y a 100 000 perroquets qui répètent la même chose, même si c'est faux. Il faut arrêter de dire que les traitements ont été interdits. C'est faux. Il n'y a eu qu'une seule interdiction par décret qui a concerné l'hydroxychloroquine. C'était un décret du 25 mars 2020 et qui a réservé l'usage de l'hydroxychloroquine à l'hôpital seulement. Au bout de 15 jours, ce décret était levé. Concernant l'azithromycine et l'ivermectine, nous n'avons reçu en fait que des mails et des courriers intimidateurs. Oui. D'accord ? Mais il n'y a jamais eu aucune interdiction. Oui, sauf que tous les médecins ne le prescrivaient pas. Mais parce qu'il y avait la trouille de passer devant le Conseil de l'ordre. Exactement. Alors que la liberté de prescription permet de prescrire ces molécules orales. Mais moi, je me souviens très bien, à l'époque, quand j'ai été contaminée, j'ai été obligée d'aller dans une pharmacie qui m'a... donc, je me suis fait prescrire par un médecin dont je ne citerai pas le nom et qui est un amour et il se reconnaîtra. Voilà, de l'ivermectine et de l'azithromycine. Je suis allée dans une pharmacie qui m'a dit on peut pas vous donner ça via la carte vitale, donc vous êtes obligé de payer vos médicaments pour les avoir. Mais c'est la définition du hors AMM, c'est que ça n'est pas entre guillemets remboursé. Bon, mais ça voulait bien dire qu'on ne pouvait pas soigner quand même à cette période-là, même si ces médicaments n'étaient pas interdits. C'est parce vrai que les médecins ne se sont pas rébellés, certainement parce qu'ils ne connaissaient rien aussi, et puis parce qu'ils avaient tellement la trouille de perdre leur boulot. Mais ils ont vu quand même leurs confrères passer devant le Conseil de l'Ordre. Oui, mais moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'ils ont vu leurs confrères. C'est un peu la même chose qui s'est passé dans le journalisme. C'est-à-dire qu'ils voient leurs confrères passer devant le Conseil de l'Ordre, mais il n'y a pas une union pour soutenir. On a montré toute la lâcheté de ce qu'est la société dès 2020, quoi. C'est ça.
C'est ça. C'est pour ça que moi, des fois, je suis un peu brutale, c'est vrai, contre Mais non, tu n'es certains, pas brutal. contre certains journalistes, parce que si on avait été plus nombreux à faire notre travail et à dénoncer, mais- peut-être qu'il y Mais tu aurait sais, moins je vais de te dire une victimes chose. aujourd'hui. Je vais te dire une chose, et c'est pour ça aussi que je tape beaucoup sur les artistes, par exemple, parce que des grands artistes, des gens du Jardin, d'Alexandra Lamy, des Michel Sardou, enfin j'en sais rien, des Patrick Bruel, par exemple, si eux avaient dit, écoutez, moi, je ne veux pas de passe sanitaire dans le cinéma, mes concerts, et je suis pas d'accord avec ce que fait. Si tous ces gens-là avaient dit la même chose que ce qu'ils font chez les Enfoirés, par exemple, ben il y a plus rien. Non, mais en plus, Non, mais il faut- tout ce serait arrêté. Hein. Mais, qu'il ouais, faut- mais c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à Akhenaton, à Annie Dupéret, Bien sûr. à Daniel Guichard, Ah oui, Daniel Guichard. à tous ceux. Enfin, on critique tous ces grands artistes, mais on oublie de citer ceux qui ont eu le courage C'est vrai, c'est vrai. de Et on lever les la salue. voix. Alors moi, Et voilà, faut le dire. j'aimerais aussi préciser quelque chose, parce que du coup, si on ne dit pas ça, on ne peut pas comprendre à quel point le pass sanitaire était une ignominie fondamentale contre les droits de notre Constitution pour les Français. Sans oublier la suspension des soignants aussi, Oui, en plus. à ce niveau. En plus, suspension, la loi du 5 août, Soignants, toujours pas abrogée, entre parenthèses. administratifs et tous les autres toutes les autres professions que j'oublie. On ne peut pas comprendre à quel point ce pass sanitaire est une ignominie si on ne comprend pas non plus que l'injection pourrait être considérée comme un gain de fonction. C'est-à-dire, comment ça? Alors ça, c'est pas très scientifique comme propos, Myriam. Mais Alors, en même temps, Est-ce que, on va est-ce que rappeler les chez un fonds. docteur, tu valides? Pas complètement. mais en grande partie. Mais non. Si. Mais Reconnais-le. Bah, mais non, on allez. peut pas dire que l'injection est un gain de fonction. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, elle Qu'est-ce qui utilise s'est- la protéine spike Bah oui. qui est elle-même un gain de fonction. Voilà, merci. Oui, voilà. C'est parce que C'est exact. je ne suis pas rentrée dans le Mais en détail. science, Attends. les mots ont un sens et il faut pas les galvauder. Donc oui, en fait, ils ont basé ces injections géniques, très exactement ces injections de matériel génétique viral modifié, c'est très exactement ça, sur, en fait, la séquence d'ARN messager du virus qui code pour une des protéines du virus, qui s'appelle la protéine spike, qui est en fait la plus externe du virus et qui sert en fait de clé d'entrée dans les serrures des cellules humaines. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est sur cette protéine spike qu'a été fait le gain de fonction. Sur cette spike. Donc en fait, ils ont utilisé la protéine la pire du virus, c'est-à-dire la plus toxique, mais surtout qui, dans l'infection, ne génère pas ni le plus d'anticorps, ni les plus pérennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un non-sens de choisir cette protéine comme base de futures injections protectrices. Mais pourquoi elle a été choisie? À dessein, je pense, parce que la toxicité de la protéine spike est connue depuis le SRAS de 2003. Hein, donc il y a plusieurs virus qui ont des spikes, c'est pas propre au SARS-CoV-2. Et on savait très bien que cette protéine est toxique. Donc pourquoi avoir choisi, et surtout quand tu regardes toutes les autres alternatives de vaccins, que ce soit les vaccins à virus inactivés comme Valneva, que ce soit les vaccins à protéines recombinantes comme Novavax, je dis pas que c'est mieux, mais bon, ils ont eu du mal, ils ont du mal à percer. Que ce soit le vaccin russe, Sputnik, Sinovac aussi, le vaccin chinois, c'est un virus inactivé. c'est un virus inactivé. Tout Il y a à fait. Il y a que dans le... Et comme par hasard, tout ça, ça a été écarté pour ne laisser place qu'à les injections faisant produire une protéine spike, mais une protéine spike modifiée par rapport à celle du virus. Et pire que ça, je vous rappelle qu'au tout début, nous avions 3 sortes de vaccins. Johnson & Johnson, AstraZeneca, qui eux sont des vaccins à ADN, pas à ARN. Et regardez, aujourd'hui, ils ont été retirés du marché pour qu'il ne reste plus qu'en fait que Pfizer, Moderna, à base d'ARN messager modifié. Et ça, c'est le début de la porte ouverte au fait que
cette plateforme ARN, le désir, en fait, le souhait, c'est qu'elle soit utilisée larga manu pour vacciner contre tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ça coûte pas cher, hein. Suffit d'imprimante ARN, ça coûte pas cher du tout, et parce qu'en plus de ça, on est dans un gap de définition du produit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vaccins, puisque ça ne correspond pas à la définition d'un vaccin. Injection. Non, mais je parle de vaccins, de vrais vaccins. Ah, ce ne sont pas ok. des vrais vaccins, puisque ça ne correspond pas à la définition d'un vaccin. D'accord. On n'injecte pas directement l'antigène. On injecte la séquence ARN pour faire produire à nos cellules, en les piratant, la protéine spike. Donc on demande à nos cellules de produire la cochonnerie contre laquelle le corps est censé se défendre ensuite en produisant des anticorps. Donc ça n'est pas la définition d'un vaccin. D'accord ? Donc ce ne sont pas des vaccins. Et c'est pour ça que ça n'a pas été évalué comme tel. Sachant qu'on sait qu'en plus, ça entraîne une tempête avec les ACE2. Tu peux nous en parler un petit peu Non, ça c'est plus au niveau du virus. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce qu'il y a une volonté manifeste, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, de dépopulation de la part d'une élite ? Mike, ça fait 40 ans qu'ils en parlent, ils s'en cachent pas. Oui, On n'a pas attendu Bill Gates, souviens-toi, Attali, Roland Dumas, et à son âme, enfin, ils s'en sont jamais cachés. Non, il faut faire forum de Davos, hein, ils s'en cachent pas. Hein. Mais oui. Donc il faut que la Terre soit moins nombreuse. Là, on est 7 milliards, c'est trop. Parce qu'ils estiment que les ressources de la Terre ne pourront pas suffire à l'ensemble de l'humanité, c'est tout. Alors moi, j'aimerais juste revenir quand même sur ce que disait Tiffaine. Elle parlait donc qu'aujourd'hui, il n'y reste plus que les injections de Pfizer et Moderna. J'aimerais juste rappeler qui est le PDG de Moderna. Il s'agit de Stéphane Bancel, qui est également un ancien de Biomérieux. Ah bah c'était le patron. Voilà, c'est le patron de Biomérieux. Donc vous voyez comme toutes les choses se tiennent. Beaucoup de choses se sont dites. Et je vais rajouter que c'est monsieur Stéphane Bancel lui-même qui est l'auteur du brevet qui a été déposé concernant l'introduction du site de clivage furine. Qu'est-ce que c'est ? Kesako. C'est justement la preuve qu'il y a eu intervention humaine sur ce SARS-CoV-2, puisque ce site de clivage furine qui permet, c'est sur la spike, qui permet en fait de séparer la spike en deux sous-unités, S1 et S2, qui ont chacune des fonctions délétères particulières, propres. C'est lui qui est l'auteur de ce brevet qui a été déposé, lui. Voilà. En nom propre, d'accord ? L'ancien patron de Moderna. Voilà. Okay, toujours. Et ça va plus loin. Dans ce brevet, il y a également, dans ce dépôt de brevet, il y a également l'utilisation de nucléotides modifiés. Or, c'est ce que nous avons dans la séquence d'ARN messager modifiée des injections géniques, où les nucléotides, c'est-à-dire les bases uracyles naturelles, ont été remplacées par des N-méthylpseudo-uridines synthétiques. Donc en fait, il y a tout dans ce brevet. Donc, bien avant que nous n'ayons connaissance du SARS-CoV-2, bien avant que nous ne parlions d'injection. Donc là, nous sommes passés par en fait une pandémie qui crée la dépopulation, une pandémie qui a été fabriquée par l'homme et peut-être même sciemment, on va dire, on l'a composé sciemment, oui. Et qui, en plus, a changé notre société du tout au tout, parce qu'il faut se dire les choses. Aujourd'hui, nous vivons sous le contrôle. Je remarque que les gens maintenant ne réagissent plus comme ils réagissent. On se tient plus dans les bras, on se serre plus la main. Certains me font encore comme ça avec le poing, le bonjour. On a par exemple les cartes bleues là avec. Ça s'appelle le crédit social. Voilà, je veux dire tout a. Enfin, moi je remarque même on est rentré même dans une forme d'inversion des valeurs. Total. Je vois aussi des jeunes qui sont complètement déboussolés. Je vois les idéologies LGBT, transgenres et tout, etc. qui sont alors là au paroxysme du paroxysme. En fait,
la société de 2019, moi j'ai l'impression que c'est l'époque de Louis XIV, quoi. Et que là, on est rentré dans quelque chose de totalement différent. Là, ça a totalement basculé parce que les gouvernements se sont rendus compte que par l'ingénierie sociale, ils pouvaient contrôler les populations déjà en provoquant chez eux la peur. Et quand vous avez peur, vous êtes sidéré, vous êtes dans l'incapacité de réagir, de critiquer. Je pense que ceux qui ont le plus critiqué sont ceux qui sont le moins sensibles à l'émotion de la peur. Voilà, à mon sens. Alors, d'un coup, j'ai un afflux de commentaires. Bien sûr, il y a une volonté de dépopulation. Cela fait des années que Bill Gates a proclamé qu'il voulait une dépopulation grâce à une injection forcée. Entretien avec des journalistes publiés. Oui. Alors moi, j'aimerais juste rajouter, pour aller dans ce sens, c'est que, si vous voulez, c'est quand même pas par hasard que M. Véran a envoyé une circulaire au mois de mars 2020 pour dire aux gens, aux directeurs d'EHPAD, qu'il fallait donner du Rivotril aux personnes âgées. Stephen confirmera, quand vous êtes en insuffisance respiratoire, donner du Rivotril, c'est juste inhumain. C'est condamné. Alors, mort. Et on a condamné nos anciens. Oui. Je le vois, déjà avec mon père déjà. Donc c'est voilà. Enfin, ils l'emporteront pas au paradis, tous ces gens. Émission très intéressante. Je suis fonctionnaire à la DGCRS, secteur du médicament. Il y avait à l'époque tous les mercredis une réunion au ministère de la Santé avec les laboratoires. L'un de ces délégués a affirmé qu'il fallait 10 ans pour produire une injection avec 3 phases, dont la 3e est la plus longue. De plus, on n'injecte pas en période de crise sanitaire. C'est même 5 phases, il me semble. Non, en fait, c'est vraiment 3 pour l'évaluation, 4, c'est plutôt la phase post-marketing, on va dire. Mais je répète, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase tout à l'heure, c'est parce que nous sommes dans un gap de caractérisation de ces produits, que sont ces injections géniques. Donc, comme je l'ai expliqué, ce ne sont pas des vaccins, et c'est pour ça que ça n'a pas été évalué comme tel. Sinon, c'était 10 ans, plus 10 années supplémentaires pour injecter à des femmes enceintes. Ok ? Et ce ne sont pas non plus des thérapies géniques. Même si, sur le principe, ça aurait pu être évalué comme des thérapies géniques. Pourquoi ? Parce qu'une thérapie génique, il y a une notion de soin. Ça vise à réparer ou à remplacer un gène défectueux. Les milliards de gens qui se sont fait injecter ces produits n'ont pas de gène défectueux, à ce que je sache. Donc, ils se sont engouffrés là-dedans, en fait, dans cette absence de caractérisation du produit et donc dans cette absence d'exigence d'évaluation. Et c'est comme ça qu'ils ont pu nous pondre ça en très peu de temps. D'accord ? Et c'est pour ça aussi que même quand les boosters sont sortis, c'était même pas testé sur l'humain, c'était testé sur 8 souris. C'était quoi les boosters ? Mais en fait, ce sont les injections mises à jour par rapport aux derniers variants qui circulent. D'accord. Tout cela en utilisant, je le répète, la protéine spike qui est Toujours. un gain de fonction. Qui est un gain de fonction. Qui a été manufacturé par gain de fonction. La question essentielle, auditeur qui pose une question qui ne s'est jamais posée, est-ce que le président Macron a vraiment reçu le produit expérimental dans les veines ? Il me semble que ce n'est pas possible. On n'injecte pas n'importe quoi à un président, même si lui veut. Même son café du matin est contrôlé. Vos invités peuvent-elles un peu développer là-dessus ? Les Français, s'il est démontré que Macron a reçu de l'eau dans les veines, les Français lui demanderont des comptes pour de bon. Quand les choses sont compliquées, il faut aller au plus simple. Quelqu'un sait ou déjà des agents savent, mais encore faudrait-il que les gens parlent. Alors déjà, ce qui est important de dire, c'est que sur la date de l'injection, il y a un flou artistique de l'injection de M. Emmanuel Macron, il y a un flou artistique phénoménal. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait un problème de date. Voilà, il y avait un problème de date sur son pass sanitaire, etc., qui laisse à penser quand même que c'est une grande fumisterie, cette histoire. Et d'ailleurs, Macron n'a
même pas fait semblant dans une communication en montrant son bras et tout. Non. Il a juste, l'Élysée a envoyé un communiqué en disant Monsieur Président a été injecté tel jour, telle heure. Ouais, c'est ça. on n'a pas eu le droit à Véran en direct qui piquait le Oui, président. alors qu'il a piqué une députée Bien sûr. enceinte. une ministre devant les enceinte, caméras. c'était Une Madame, ministre, pardon. c'était Madame Olivia Olivia Grégoire. Grégoire. Et attendez, parce que des chefs d'État étrangers, eux, on fait un peu de communication en retroussant la manche. Oui, Même enfin, lui, ça il a fait ça te dit pas si ce qu'il y a Non, dans mais la d'accord. seringue est Non, mais- du sérum non, mais- fille ou vraiment Non, mais l'injection en question. je comprends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que même cela, Macron ne l'a pas fait. Même cette communication, Oui. il ne l'a pas fait. Oui, après, bon, alors d'abord, monsieur, on n'injecte jamais un vaccin dans les veines, hein, je vous le dis quand même, soyons sages. C'est très souvent plutôt en intramusculaire, enfin là c'était le cas, ou parfois en subcute. Mais ce qui est certain, c'est que Jean Lassalle a toujours dit que M. Macron n'avait pas été Alors vacciné, là- qu'il en avait les preuves, La preuve, on etc. veut la preuve, mais, monsieur Lassalle. mais il ne l'a Marc jamais Doyer, apporté. Marc Doyer a essayé, voilà. On tout à a fait. essayé, lui envoyer même les huissiers, il l'a très mal pris. Ouais, Donc, moi, ça aussi, je comprends pas. Si t'as la preuve, monsieur Jean, si t'as la preuve, Jean, vas-y, Surtout qu'il dit qu'il est malade. aujourd'hui. balance-la, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu mais- risques quoi? Monsieur Lassalle est très malade au niveau cardiaque et il faut savoir justement que Monsieur Lassalle a reçu en fait la pire de ces trois injections, à savoir le Johnson & Johnson. Pourquoi je dis que c'est la pire? Parce que c'est une injection à base dont le vecteur est un adénovirus humain. Alors justement, tiens, Humain. j'avais une question à poser à Dr Tiffaine Pinsol. Est-ce la réalité, j'ai eu cette information par Dr Blachier. Ah, c'est pas moi qui ai eu cette information. Alors là, Mais en tout cas, je sais que Dr Blachier a donné cette information, mais je ne dirai pas qui m'a donné cette, ouais, je cette crois info. savoir. Je pense que tu sais aussi. Moi aussi. Et Dr Blachier aurait dit que il y avait 3 types d'injections. Il y avait celle sans aucun ARN, celle avec peu d'ARN et celle avec beaucoup d'ARN. Est-ce que ça c'est vrai? Tu veux dire vous voulez dire pardon sous couvert des marques Pfizer et Moderna? Oui. Oui, puisqu'on est en période de test. Alors, Il y a différents lots. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une variabilité des lots. Moi, je pense qu'effectivement, comme on était... en fait, ils ont fait un essai clinique échelle mondiale, temps réel. C'est ça qu'ils ont fait. Hein. Quand vous reprenez décembre 2020, on commence à injecter les plus de 75 ans, parce que Pfizer n'a pas de données sur les plus de 75 ans. Puis, on va sur les immunodéprimés et sur les trisomiques. OK. Puis, on va aller, et les diabétiques, etc. Et puis, on va aller sur les patients cancéreux. Puis, on va aller sur les femmes enceintes. Puis, on va aller sur les enfants. Et comme ça, c'est bon. On a toute notre tranche d'âge, toutes nos catégories de population. Donc, ça s'est déroulé sous nos yeux. Les essais Pfizer, en fait, se sont arrêtés en mai 2024. C'était la deadline. C'était la fin de l'essai pour les femmes enceintes. D'accord? Donc, en fait, on était vraiment dans une phase 3 expérimentale, mais sous nos yeux. Et maintenant, grandeur nature. on a des journalistes qui s'interrogent sur la baisse de la natalité, etc. Non, mais- et de la surmortalité. Non, mais pour répondre à la question de Mike, il est bien évidemment bien évident que dans un essai clinique, à un moment donné, tu dois bien avoir un placebo qui se balade quelque part. Hein. Donc, ça veut dire pas d'ARN. D'accord? Donc, on sait qu'il y a une variabilité des lots, et on le sait tellement que, en plus de ça, les injections qui ont été utilisées dans l'essai clinique ne sont pas les mêmes que celles qui ont été ensuite injectées à la population générale. Mais on sait également que ça a été sorti, et d'ailleurs Verity France l'a retweeté il n'y a pas longtemps. Oui, ils ont Il donné y a le des numéro de lot. corrélations entre des numéros de lot qui sont plus corrélés, donc plus dangereux, plus corrélés à un certain type d'effets indésirables graves, dont la mort. Donc, il n'y a pas photo. Quand on fait correctement la pharmacovigilance, on peut associer des numéros de lot à des effets secondaires spécifiques. Et aujourd'hui, sur un article du Figaro, qui pour le coup a été repris par personne, on apprend que 200 000 cas officiels ont des effets secondaires. Est-ce que, par exemple,
le chiffre officiel de 200 000, est-ce que par exemple des scandales sanitaires que l'on a eu il y a quelques années de cela, par exemple, il y avait un scandale sur des labos. Le Mediator, voilà, Mediator. le Distilbène. Est-ce que 200 000, c'est un chiffre qui est important ou Oui. Moi, je pense plutôt surtout à H1N1. Ouais. On s'est arrêté très vite et très tôt. Mm. Bien avant 200 000 et, Oui, je crois que et bien, c'était et bien 3-4. avant le nombre de morts que nous avons là. Donc je pense surtout à H1N1 pour rester un petit peu dans quelque chose de cohérent par rapport au SARS-CoV-2, puisque là on était sur une grippe aviaire. Donc pour rester dans le domaine des virus et ne pas partir juste dans le domaine des médicaments, les scandales des médicaments. Donc pour rester dans le même tempo, H1N1, on s'est arrêté beaucoup plus tôt, mais parce que à cette époque-là, les médias n'étaient pas Aux ordres. affiliés, n'étaient pas aux ordres, n'étaient pas affiliés au système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la politique en science, on fait plus de la science, on fait de la politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les médias, à cette époque-là, ont ouvert leur bouche et du coup, ça s'est arrêté très vite. D'ailleurs, qui avait fait un très bon reportage sur H1N1. Voilà. Donc ça s'est arrêté très vite et Madame Bachelot a remballé ces vaccins. Donc, ouais, mais le fait que les journalistes ne reprennent quasiment pas cet article du Figaro, c'est quand même le Figaro, quoi. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais il y a une véritable omerta sur ce sujet. Parce que justement derrière se cachent des notions qui peuvent paraître surréalistes. J'ai bien conscience quand on vous parle là avec Tiffaine que ceux qui ne se sont pas intéressés au sujet pourraient nous prendre pour des grosses folles. C'est difficile pour certains d'imaginer qu'on travaille des virus en laboratoire à des vues de déshumaniser la planète. Ça fait très complotiste. Et d'ailleurs, c'est cette propagande-là qui a été faite quand on s'est posé des questions. C'était interdit et dès que vous en posiez, vous étiez estampillé complotiste. Donc voilà, et forcément, les journalistes, il y a une véritable omerta parce qu'ils ont vu très bien ce qui s'est passé avec certains, dont moi, et ils n'ont pas envie d'avoir cette réputation et d'être exclus de la profession. En tout cas, la vérité sort et la vérité, on en parlera ici. Alors, le 20 octobre 2009, un colloque a eu lieu sous la présidence des professeurs Claude Hanoun et François Bricaire. Réunion organisée par la CLEF, Centre de lobbying, d'études et de formation. Pourquoi l'État français a-t-il garanti aux laboratoires producteurs de ce soi-disant injection l'immunité juridique qu'il réclamait pour parer aux éventuelles poursuites qui pourraient engager les familles? En réalité, les contrats des injections ont tout de suite été classés secret défense. Le laboratoire Baxter est privé et a déposé ses brevets. Mais oui, c'est ça d'ailleurs qui était incroyable dans cette histoire, et c'est ça moi aussi qui m'a été énormément choquée, c'est que même à l'Union européenne, quand les députés ont demandé, les parlementaires ont demandé à avoir les contrats sous les yeux, on leur a donné des contrats caviardés. Et aujourd'hui, on sait même, Joe Biden, avant de partir, Joe Biden, Obama, parce qu'on sait très bien maintenant, on va arrêter de dire que c'était Joe Biden qui gouvernait les États-Unis, a signé une comment dire, je cherche mon mot, jusqu'en 2029. En fait, les laboratoires, une immunité, des laboratoires jusqu'en 2029. Oui, mais ça vient d'une loi qui existe aux États-Unis depuis 1986 et qui, en fait, et Robert Kennedy en parle tout le temps, et qui, en fait, effectivement, exempte les sociétés productrices de vaccins, mais que ce soit l'Aurore, l'hépatite B, le DT polio, DT coq, de toute responsabilité en cas de pépin. Nous, par contre, et ça tout le monde a oublié, parce que moi, c'est la première chose qui m'a choquée, en juillet ou août, je crois que c'était août 2020, nous avons acheté, nous, la France, je ne parle pas de l'Europe, nous, la France, ainsi que l'Allemagne et l'Australie, nous avons acheté AstraZeneca en phase 2, c'est-à-dire avec aucune donnée d'efficacité et encore moins d'innocuité, en les exemptant
de toute responsabilité juridique en cas de pépin. Et ça, tout le monde a oublié. Moi, je peux pas croire que les services secrets français, que les services secrets américains, que les services secrets russes, chinois et tout ce que vous voulez, ne savaient pas dès oh, je suis fatiguée. Dès que c'est parce qu'en fait, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, alors ça, c'est compliqué. Pas grave, respire. Dès que le virus a été propagé, je ne peux pas croire que les services secrets ne savaient pas. Mais si, c'est sorti, Myriam, ils savaient tous, c'est sorti pour les services secrets allemands. Je sais très bien, c'est ironique ce que je dis. Voilà, c'est ironique ce que je dis. Ne savaient pas, bien sûr qu'ils savaient. Et le pire, c'est qu'ils ont continué, les gouvernements ont continué à acheter des injections où il y a la protéine spike qui est le gain de fonction. Alors, Voilà. je vais t'expliquer, c'est pas qu'on peut pas dire certains mots, enfin si, quand même, mais je me suis pris un signalement Arcom, c'est vrai, hein, je me suis pris un signalement Arcom, et donc du coup ça a fait, malheureusement on n'a pas pu rediffuser sur des choses excessivement importantes. Non mais je sais très bien, et d'ailleurs je te remercie grandement pour cette émission parce que tu es le seul à avoir les coronesses de le faire, donc bravo. Voilà. Ouais, parce que tout est sorti là depuis une semaine quand même. On a eu donc 2 sujets qui sont sortis et tu es le seul des médias alternatifs. Mais c'est pour ça que on va refaire encore cette émission. Alors je le ferai sur Géopolitique Profonde et on va caler une date. Voilà, parce que voilà, c'est pour ça que en fait malheureusement avant on pensait que la radio c'était excessivement libre et c'est pas la direction de Radio Courtoisie. La direction de la Radio Courtoisie me laisse totalement libre. C'est que il y a des gens Merci du d'ailleurs système, à Radio Courtoisie. Bien sûr, et je remercie Pierre-Alexandre Bouclet et toute l'équipe de Radio Courtoisie. C'est qu'il y a des gens du système qui nous écoutent et qui font des signalements Arcom. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vraiment, et j'en ai, et je crois avoir été le seul dans cette radio à l'avoir reçu, quoi. Un peu comme tes PMP, en fait, j'ai envie de te dire. Tu es le Cyril Hanouna de Radio Courtoisie. Non. Merci, non, merci. Ah, tiens, merci à ma petite sœur de dire et de dénoncer tout ce que nous avons, Annels, et moi, Annels, je sais pas, c'est Annelise, c'est ça? Et moi-même, avec elle, dénoncer et argumenter avec tout ce que je dis, bien tous les éléments scientifiques vérifiables. Mes sœurs sont des anges, c'est Mamie Bocoq. Merci Tatiana, merci Mamie Tatiana. Bocoq. Merci Tatiana. C'est une Bulgare, non? C'est pas celle qui est bulgare, parce que je reçois une Tatiana qui me dit que je dis trop de mal de la Bulgarie. Non, donc elle est connue sous Mamie Bocoq, elle est connue sous le collectif, puisque son compte maintenant est géré par plusieurs personnes. Ah d'accord. Mais c'est avec Tatiana d'abord, puis Annelise nous a rejoint ensuite, que nous avons été les seuls en France, effectivement, à commencer à parler d'armes biologiques et à dénoncer exactement ce qui se passait concernant ce SARS-CoV-2. Alors, l'injection est en fait un virus synthétique, en plus enrobé dans des liposomes ayant leur effet inflammatoire propre. Non, nanoparticules lipidiques ne sont pas des liposomes. Des nanoparticules lipidiques, oui, tout à fait, qui sont hautement inflammatoires, c'est vrai. Quand même le haut niveau de nos auditeurs. Hein. Ah oui. Et les bases modifiées rendent la chose extraterrestre à proprement parler, c'est-à-dire étrangère à toute évolution. Le plus ahurissant pour moi a été d'entendre le grand spécialiste de thérapie génique dire que c'est la cellule immunitaire qui va produire l'antigène, de quoi se poser de sérieuses questions. Alors, c'est pas la cellule immunitaire seulement. Justement, le problème du fait que cette séquence d'ARN messager modifié des injections géniques soit protégée, parce que l'ARN c'est fragile, soit protégée, donc encapsulée dans des nanoparticules lipidiques, fait que, ça n'est pas vectorisé, c'est-à-dire que ça n'est pas adressé à un certain type de cellules. Ça va pouvoir aller dans toutes les cellules, et c'est bien ce qu'on observe, puisque ça se distribue partout, dans les ovaires, le cœur, le cerveau, bon bref, ça va partout. C'est pour ça qu'on a des effets secondaires, en fait, c'est multisystémique. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est gravissime.
Parce que ça veut dire que ça reste pas du tout au point d'injection, contrairement à ce qu'on nous avait raconté. Ça continue, ça passe d'abord la barrière hémato-encéphalique, ce qui est très grave, mais ça passe aussi la barrière placentaire. Hein. Donc il faut comprendre que ça, c'est très très grave. Et effectivement, les bases modifiées, dont cet auditeur qui apparemment maîtrise le sujet parle, ce sont donc les N-méthylpseudoiridines. Ces N-méthylpseudoiridines, en fait, eh bien, très souvent, elles sont responsables d'un décalage du cadre de lecture de l'ARN par le ribosome, et du coup, on arrive à la production de protéines qui ne sont pas la protéine spike attendue, qui sont des protéines inconnues dont nous ne connaissons pas les fonctions. Et ça, c'est potentiellement impliqué dans l'oncogénèse, donc dans les cancers. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a... Il y a un cancer dont j'entends l'apparition de plus en plus, c'est celui du pancréas. Je vois beaucoup de gens qui ont dorénavant des cancers de pancréas, alors que... Et surtout chez des femmes jeunes, d'ailleurs, c'est ce qu'on n'avait jamais vu. Enfin, de toute façon, on a de tout, mais il faut bien comprendre que tout s'explique. La protéine spike, qu'elle soit du virus SARS-CoV-2, ou qu'elle soit produite par l'injection génique, déjà, elle a un effet négatif sur la production d'une protéine qui pour nous est essentielle, c'est la gardienne de nos cellules, qui s'appelle la protéine P53. La P53, c'est celle qui empêche les cancers, parce que des petits cancers, on en fait tout le temps, en fait, sans le savoir. Et la P53, elle, c'est la tour de contrôle qui est là pour empêcher que la multiplication anarchique des cellules, en fait, dégénère en tumeur. Okay, donc, la spike, déjà, elle a un effet négatif sur la production de cette protéine. Bien, ça, c'est pour les injecter comme pour les infecter. Mais c'est que ça veut dire les infectés. C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas reçu l'injection, oui. mais qui ont été infectés par le SARS-CoV-2, par le virus. D'accord. Donc ça, c'est pour tout le monde. Bien. Chez les injectés, alors eux, c'est la triple peine. Ils vont donc avoir en plus cette fameuse séquence avec des N-méthylpseudoiridines dont on vient d'expliquer que parce que ça peut décaler le cadre de lecture de l'ARN et produire des protéines aberrantes, ça peut participer à des processus d'oncogénèse. Et depuis la découverte de la contamination, j'aime pas le terme contamination parce que pour moi, quand on est à des taux pareils, c'est plutôt volontaire, par ce qu'on appelle de l'ADN plasmidique, donc ça c'est issu du processus de fabrication de ces injections. C'est quoi ce plasmide? C'est une molécule d'ADN circulaire auto-réplicative. Et on est sur de l'ADN, pas de l'ARN, de l'ADN. Okay. Et sur ce plasmide, vous avez bien sûr le gène qui code pour la spike, et vous avez un promoteur d'un virus simien, c'est-à-dire le promoteur du virus SV40. Or, le promoteur du virus SV40 est connu pour être impliqué dans les processus de cancérogénèse. Donc eux, ils ont la triple peine. P53, N-méthylpseudoiridine, SV40. Ce que n'ont pas les infectés, eux, ils ont que P53. Regardez CRIGEN, alors CR2IGEN, en décembre du professeur Christian Vélo. Et cela du 14 avril 2021 du même professeur à propos des manipulations des nucléotides et des chromosomes dans la recherche de l'injection, expliquant que la protéine spike créerait des caillots sanguins, d'où les myocardites chez les jeunes sportifs et les soldats en manœuvre. Relire l'article des chimistes Andreas Noack, décédé dès le lendemain d'une crise cardiaque, dans lequel il dénonçait la présence de graphène dans le je sais pas quoi, dans les veines, pardon, qui coupent les vaisseaux sanguins. Bon, d'abord, les myocardites ne sont pas des thromboses, c'est pas des caillots, hein. C'est une inflammation du muscle cardiaque qui s'appelle le myocarde. Ça touche essentiellement, c'est vrai, les personnes injectées du sexe masculin et dans une tranche d'âge qui va plutôt de 12 à 45 ans. Et c'est pour ça que Denis Agré et moi, nous appelons à ce qu'il y ait une campagne de dépistage nationale chez les hommes et les adolescents
ayant été injectés, de façon à ce qu'on surveille, parce qu'une myocardite, c'est silencieux, mais on en guérit à peu près j'ai jamais, une question, et c'est fatal. cher docteur, parce qu'il nous reste que 3 minutes. Est-ce que des gens qui n'ont pas été injectés peuvent être, malheureusement pour eux, je vais pas dire contaminés par un injecté, mais avoir un cancer sans avoir été injecté. Enfin bref, tu m'as compris. Tout le monde peut avoir un cancer, hein. Il n'y a pas besoin d'être au contact d'un injecté. Bon bref, si la question concerne le shading, parce que ça va très vite m'énerver. C'est juste comme ça. Non, c'est juste comme ça. Alors, attention, parce que j'ai déjà largement répondu sur le sujet. Alors, chers amis, auditeurs, voilà. De toute façon, il reste 2 minutes, on peut dire des choses de dernière minute. Hein. Non, moi j'ai envie de dire une chose, les gens, là on est parti sur les injections, on était là pour les origines du SARS-CoV-2, d'accord ? Et là, regardez, on part tous sur les injections. Non mais de toute façon, tout est lié. Non, parce qu'il y a trop de gens, mais c'est devenu binaire, parce que depuis 3 ans, en fait, c'est le discours qui est développé. Il y a trop de gens je comprends qui sont restés, parce que c'est ce qui a été mais dit par trop de gens, avec des gros comptes, avec un gros auditoire, qui sont restés dans gentil virus, méchante injection. Sûr, c'est pas ça. C'est spike viral égale saloperie, spike vaccinal égale super saloperie. C'est ça qu'il faut garder dans la tête. Alors, voilà, il nous reste 1 minute 30. Chers amis, dernière question, parce que je suis désolé, j'ai pas pu poser toutes les questions des auditeurs. Chers amis, excellente intervention de Myriam Palomba sur le professeur Raoul, dont ne mésestime pas le mérite. Toutefois, je me souviens de l'avoir entendu interroger sur la nécessité de piquer les enfants, répondre qu'il n'y avait pas d'urgence. C'est vrai. C'est vrai. ATPMP, ça. Oui, d'ailleurs, moi, il me l'avait dit. Donc, non, ça, je reconnais. Tu l'as dit personnellement ? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais moi, voilà, je vous dis, voilà, j'ai juste des questions et j'aimerais bien qu'il y réponde. Des réponses. Écoutez, on refera ce type d'émission parce qu'il y a tellement de choses à dire et moi-même j'en suis bouche bée. Merci à vous d'avoir été si nombreux aujourd'hui en ce samedi. On se retrouve semaine prochaine pour le libre journal des controverses. Je laisse la place à l'extraordinaire, le magnifique, le merveilleux Antoine Assaf. Il est là dans les studios, il a mis son beau chapeau blanc. Il sera par chance avec Mimi Glam, évidemment. Voilà, moi je n'y ai plus droit. Dorénavant, là, j'ai plus droit de Mimi Glam. Ben merci. Hein, je ne vous salue pas, je ne vous remercie pas, en tout cas la régie. Mais je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, nos auditeurs, et continuez à soutenir Radio Courtoisie. Passez une excellente journée. Allez, salut, ciao. Merci. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.